la plupart d'entre vous, vous connaissez David Mastré, qui est un éminent scientifique et mathématicien, et qui s'essaie à tenir aussi un discours civique et un discours, je dirais, général d'analyse sociale et de critique sociale. Alors, nous avons besoin, pour comprendre ce qui se passe autour de nous, de prendre un petit peu de distance et de concevoir que les grands mécanismes qui font l'histoire ne sont pas forcément toujours les plus apparents. Encore que, il me semble qu'aujourd'hui, on est quand même dans des choses qui sont de plus en plus manifestes. Et la crise économique actuelle rend bien manifeste cette mondialisation en marche, cette mondialisation idéologique à laquelle on va sacrifier le réel, c'est-à-dire la production, c'est-à-dire la prospérité, peut-être un jour. Voilà. Alors je crois que c'est un petit peu ce que vous avez entrepris de nous dire, mais je vois que par ailleurs, vous vous appuyez non seulement sur une étude contemporaine, mais sur une perspective un peu plus ancienne, puisque vous avez devant vous Bernanos. J'avoue que le livre qui est en dessous, je serais moins d'accord, mais bon. Donc, nous vous écoutons avec joie. Merci Charles Tanoir pour effectivement cette invitation, et merci à vous d'être présent ici même pour effectivement m'accorder quelques instants de votre écoute et de votre attention. Et je suis très heureux effectivement de pouvoir aborder avec vous ce thème de la crise contemporaine, de ses origines lointaines, ses origines intellectuelles et morales, et puis bien évidemment, si nous en avons le temps, également d'un certain nombre d'aspects directement liés à ce que l'on nomme vulgairement la mondialisation, ce que j'aurais tendance, moi, à nommer une forme d'américanisation qui peut être lue aussi comme une forme d'apostasie des derniers temps. Bien évidemment, pour parler de ce thème, il me faudrait des heures, ce dont je ne dispose pas, et je n'ai nulle envie, rassurez-vous, d'abuser de votre temps et de votre patience, mais j'essaierai, de manière synthétique, de vous donner quelques aperçus permettant de comprendre, effectivement, quelques-unes des raisons ayant conduit à la situation actuelle. Alors je m'en suis expliqué assez longuement dans plusieurs de mes ouvrages, comme je le disais en avant-propos, avant l'introduction très aimable et très chaleureuse, comme toujours, de l'abbé de Tanoirne. Dans 4 de mes ouvrages, disons principalement, ma trilogie sur la crise économique, le tome 1 a été rédigé en quelque sorte à chaud en 2008, au moment de cet effondrement soudain et concomitant des différentes places boursières internationales, à quelques mois après la révélation de cette escroquerie collective qui a été la crise des subprimes, mais escroquerie financière qui s'est traduite malgré tout par une mise sur le carreau de très nombreux Américains obligés de vendre à l'encan leur domicile, de quitter leur travail et bien souvent de partir à plusieurs milliers de kilomètres pour trouver un nouveau job, comme ils disent là-bas, un nouveau travail, et du coup racheter un nouveau domicile, se réendetter à nouveau, tout cela dans une sorte de mécanique infernale dont j'essaie d'analyser de façon la plus honnête et la plus objective possible les mécanismes, mais dont je dois bien le dire, on demeure consterné devant la somme des turpitudes et des malfaçons qui l'ont permise. Alors j'ai prolongé cette analyse dans un second tome, publié 1 an plus tard, écrit en collaboration avec Jean-Michel Vernochet, et consacré lui plus spécifiquement à ce que l'on appelle la crise monétaire et obligataire, la guerre des monnaies,
ce qui était une manière à la fois plus technique de centrer le débat sur aujourd'hui l'une des racines cachées, mais extrêmement palpables de l'appauvrissement collectif que subissent nos sociétés occidentales, particulièrement les sociétés européennes qui sont rentrées dans l'euro, mais aussi c'était une manière pour moi de remonter plus en amont, en quelque sorte, dans la genèse même de ce qui a constitué l'ordre monétaire international tel qu'il s'est formé à partir de 1945, au moment de la constitution du système international onusien tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et sur la lancée duquel, en fait, s'est constitué l'ordre diplomatique et politique international dans lequel nous baignons encore aujourd'hui. Ce privilège exorbitant du dollar, unique monnaie internationale de contractualisation des échanges, seule monnaie qui, de 1944 à 1971, avait le privilège de pouvoir être convertie en or, toutes les autres étant obligées d'être d'abord converties en dollars pour pouvoir obtenir leur contrepartie en or. Avant le grand effondrement consécutif à la guerre du Vietnam, et nous verrons bien évidemment qu'il y a une solidarité intrinsèque entre les conflits géopolitiques, les conflits militaires et les conflits économiques. Dans certains cas, ce sont les conflits militaires eux-mêmes et l'embourbement, en quelque sorte, qui conduisent à creuser le déficit budgétaire, à faire s'enfoncer dans une sorte de folie collective la machine de guerre des États belligènes, et particulièrement dans le cas des États-Unis, à nourrir l'hyperpuissance de cette sorte d'État dans l'État qu'est le complexe militaro-industriel. D'autres fois, c'est l'inverse, c'est la crise économique qui précipite en quelque sorte dans une sorte de folle logique de fuite en avant l'option militaire, et l'on sent très bien aujourd'hui que c'est une des issues qui est devant nous. C'est-à-dire que peut-être, hélas, 3 fois hélas, nous sommes, vous le savez, à la veille ou le jour même d'élections sans doute décisives, en tout cas très importantes pour l'histoire même des États-Unis. Sans doute, la tentation sera-t-elle à un moment donné trop forte, en tout cas elle est là bien pendante sous le nez de chacun des deux candidats en présence, et soyez-en sûrs, des lobbies travaillent activement à ce que cette tentation devienne un jour réalité. La fuite en avant dans la guerre pourrait, comme en 1939, comme d'une autre manière en 1914, constituer une sorte de solution rêvée, en tout cas fort commode pour certains intérêts, pour en quelque sorte évacuer un certain nombre de problèmes qui auront été forgés de toutes pièces par ces mêmes élites qui n'auront eu en tête en quelque sorte que le désir effréné d'accumuler les biens et d'exacerber la cupidité collective. Alors, je pense que cette analyse était nécessaire, en tout cas, elle m'apparaît rétrospectivement fondée, puisque les événements, pour une grande part, nous ont donné raison. Dans cet ouvrage, nous analysons pourquoi l'euro est une monnaie mortenée, en quelque sorte, qui constitue un piège, une nasse effroyable pour les peuples qui, bon gré mal gré, ont été contraints d'y adhérer. Pourquoi elle constitue une sorte de divine surprise pour certains intérêts anglo-saxons, particulièrement ceux de la City, qui, comme toujours, ont su à la fois précipiter certains peuples et certains gouvernements vers cette solution attrayante, mais finalement fort trompeuse, et comment ces mêmes dirigeants ont su rester un pied dehors pour précisément ne pas entraîner leur propre pays dans cette logique utopique, dans cette construction technocratique qui, à l'évidence, risque là aussi de déboucher sur des souffrances réelles, voire des catastrophes collectives. Nous avons bien évidemment décortiqué derrière tout ce jeu de redistribution des cartes, notamment marqué par l'émergence de ce que la banque Goldman Sachs elle-même, quelques années avant la généralisation de ce terme, a appelé les BRIC, ce que l'on a appelé
les pays émergents de manière plus évasive, BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. Pourquoi, soudain, cet immense bloc démographique, géopolitique, surgit-il comme du néant, après plus de 50 ans de domination communiste avec les drames effroyables que l'on connaît, en avant, 40 millions de morts, la révolution culturelle, 10 à 15 millions de morts, les années Mao de de fou délire utopique, avec les villes à la campagne, avec l'expérimentation, la récupération du pouvoir en instrumentalisant la jeunesse, la diffusion à des millions d'exemplaires du Petit Livre Rouge, toutes ces choses devaient théoriquement plonger la Chine dans une sorte de coma de longue durée. Et de façon très surprenante, à partir de 1972, donc à la fin de l'époque Mao, au moment où Nixon justement comprend qu'il ne peut plus maintenir cette parité factice entre le dollar et l'or, cette convertibilité du dollar en or, eh bien, opère ce décrochage par rapport aux accords de Bretton Woods en suspendant cette convertibilité et donc en instaurant ce système des régimes de change flottant, mais parallèlement met sur rail cette politique dont nous allons connaître avec stupeur les effets dans les années 90 et plus encore les années 2000, de duopole en quelque sorte, Chine-États-Unis, Chine-Amérique comme l'on dit, un duopole dans lequel eh bien, le système de consommation à crédit du citoyen américain est financé artificiellement par l'atelier du monde que devient la Chine, qui, en quelque sorte, absorbe l'essentiel de la production réelle, pour précisément, en quelque sorte, permettre à la société américaine, je n'oserais pas le mot de civilisation, je vous expliquerai pourquoi au cours de cet exposé, pour que la société américaine puisse rester en quelque sorte dans sa bulle. Vous vous souvenez qu'au moment un peu avant la guerre d'Irak, au moment où, suite aux attentats du 11 septembre, les Américains se sont très sérieusement posé la question de la sécurisation de leurs approvisionnements énergétiques, la question s'est posée de savoir s'il pouvait se passer de pétrole. Alors, la réponse fut immédiatement non, comme vous en doutez, pour la simple raison d'abord que les principaux représentants de l'administration Bush, commencé par Dick Cheney, George Bush lui-même, Frank Carlucci, le patron du réseau Carlyle, étaient parmi les principaux acteurs de ce lobby, mais ensuite, parce que George Bush lui-même l'a dit explicitement, le mode de vie américain n'est pas amendable et il n'est pas négociable. Raison pour laquelle toutes les pseudo-discussions sur le protocole de Rio, sur le sommet de la Terre, les sommets de la dernière chance, n'ont été en quelque sorte que des amuse-gueules, pour des divertimentos, pour y conduire un certain nombre de revendications légitimes et pour en réalité faire diversion, plonger l'Europe dans un marasme durable pendant que les États-Unis, comme ils l'avaient fait en 1919 avec les 14 points de Wilson, comme ils l'avaient fait un peu plus tard au moment notamment de la votation des accords fondateurs de l'ONU, eh bien, puissent s'affranchir de cette institution qu'ils imposaient aux autres. C'est toujours le syndrome de Gulliver. Vous créez un ensemble de textes, une sorte de grand schéma à la fois juridique et économique, institutionnel, qui vous permet de ligoter vos rivaux, de les empêcher de se déployer pleinement et de donner leur toute-puissance, pendant que vous vous affranchissez de ces mêmes règles dont vous soutenez mordicus qu'elles doivent absolument être respectées par les autres. Et ce jeu, en quelque sorte, qui a été mené de façon très fine par à la fois les services secrets américains, la diplomatie américaine, en lien avec le CFR, Council of Foreign Relations, et puis plus généralement l'administration américaine, a permis à la Chine, en quelque sorte, de monter en puissance en accumulant des dollars en échange de l'achat à bas prix, à très bas prix même, de produits manufacturés, d'abord produits rudimentaires, de consommation courante, comme les textiles, comme les chaussures, puis petit à petit produits semi-finis, et puis aujourd'hui produits de haute technologie.
Donc les Européens ont beau jeu, en quelque sorte, de crier, comme l'a fait François Hollande pas plus tard qu'hier, à la concurrence déloyale, semblant découvrir en 2012 que la Chine est un empire qui fonctionne sur une logique toute différente de celle qui prévaut dans nos belles démocraties occidentales. Mais en réalité, le nœud du problème, l'action, la décision s'est engagée bien en amont, dès 1972, par l'effet de ces mêmes élites américaines que nous prétendons par ailleurs suivre, servir et obéir dans la plus grande des servilités, il faut bien le reconnaître, depuis désormais quelques années, puisque quasiment sans mot dire, sans que à aucun moment le peuple français ne soit consulté, sans même, ce qui est pourtant la loi même de notre Constitution, qu'à aucun moment le Parlement français ne soit convoqué, eh bien, nous nous retrouvons engagés dans des conflits en Afghanistan, en Libye, en Égypte pas directement, en Syrie ça a failli, ou dans des repositionnements stratégiques, à Djibouti, à Bahreïn, où nous avons ouvert une base en fermant parallèlement celle de Djibouti, eh bien, à chaque fois, nous nous retrouvons pris dans une logique de suivisme, dans une logique de caporalisation, qui fait de nous des vassaux serviles et obéissants d'intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux de la France, et moins encore avec ceux des Français. Alors c'est ce que nous avons essayé de montrer dans ce second tome. Dans ce troisième tome, je me suis attaché à montrer la solidarité, en quelque sorte, de cette crise économique avec une crise à venir dont les effets n'en seront pas moins redoutables, qui est la crise agricole et alimentaire. Vous en entendez parler évasivement ou succinctement par moment lorsque on parle de renégociation de la PAC ou soudain de phénomène d'appropriation des terres en Afrique, ou par la bande parce que quelques faucheurs volontaires ont détruit un champ d'OGM dans quelques coins perdus du sud-ouest. Mais en réalité, ce qui se cache derrière est bien plus grave et bien plus important, c'est la financiarisation et la robotisation en quelque sorte du vivant, c'est la mise sur pied de géants de l'agro-business et de l'agro-industrie qui auront demain le pouvoir de tenir quasiment dans leurs mains les cours mondiaux, les ressources et les circuits d'approvisionnement, et en un sens qui dicteront ce que nous aurons dans nos assiettes, avec tous les effets collatéraux que l'on peut supposer en termes sanitaires. Nous avons bien évidemment évoqué le cas des OGM, mais bien en amont celui aussi des pesticides, celui de l'agriculture intensive, celui de la baisse de qualité d'un certain nombre de produits, bien sûr celui aussi des ressources halieutiques qui sont aujourd'hui de plus en plus souvent l'objet de pollution. Bref, nous avons essayé de donner un portrait le plus éclairant possible, le plus honnête possible de cette crise à venir. Alors, crise économique, crise monétaire et obligataire, crise agricole et alimentaire, vous voyez qu'à chaque fois nous sommes dans des crises réelles qui touchent chacun d'entre nous, mais qui sont sectorisées en quelque sorte, qui sont chacune, et c'est toute la difficulté du sujet, enfermées dans un champ particulier, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien souvent, elles nous deviennent incompréhensibles ou difficilement lisibles. Vous voyez à longueur de journée, et c'est aussi l'un des symptômes de la crise, les experts se multiplier, se répandre sur les plateaux télévisés pour chacun à leur tour vous donner leur interprétation de la crise, leur explication de la crise, les moyens d'en sortir. Vous noterez d'ailleurs au passage que le terme crise a été totalement dévoyé dans cette affaire. Krinein, en grec, la crise, c'est l'instant du jugement, l'instant de la décision qui permet de trancher, le nœud gordien, celle qui permet d'opter pour savoir si l'on ira à droite ou à gauche, en haut ou en bas. C'est donc un moment décisif, celui où s'opère le jugement. C'est dans ce sens que Kant parlait de critique, krinein, de la raison pure ou critique de la raison pratique. La critique, c'est le moment de la crise, même que Husserl emploiera ce terme en parlant de la crise de la conscience européenne, c'est ce moment précis
où en quelque sorte s'opère une bifurcation, comme on le dit en mathématiques. Eh bien aujourd'hui, la crise est devenue le régime permanent. Depuis que je suis né, j'entends parler de crise. Tout est en crise. Nous sommes en crise. Et alors c'est une manière parfaitement commode, en fait, de noyer le poisson et de ne surtout pas appuyer là où cela fait mal. Alors qu'à l'évidence, lorsque l'on regarde les choses d'un peu plus près, il existe un certain nombre de constantes entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que vivaient par exemple nos ancêtres, ou nos aïeux plutôt, nos grands-parents dans les années 30. Je suis amusé à faire un comparatif entre les effets de la crise de 2008 et la crise de 1929. C'est tout à fait surprenant de voir à quel point les analogies sont nombreuses. Bien sûr, il existe aussi des différences majeures qui font peut-être tout l'intérêt d'une analyse comparative. Mais les analogies sont bien réelles. Et puis, si l'on remonte plus en amont, on peut revenir à la crise des années 70, 1870, 1873, crise très grave qui va elle-même se traduire par une immigration massive, notamment d'un certain nombre d'Européens vers les États-Unis d'Amérique, par le basculement d'un certain nombre de régimes, et puis par une sorte de fuite en avant dans ce qui a été déjà une première mondialisation. Une mondialisation qui s'est terminée, comme vous le savez, suite à la montée en puissance parallèle, en quelque sorte, de la Grande-Bretagne, maîtresse des mers, et de l'Allemagne, maîtresse des terres, par le premier conflit mondial. C'est parce que l'Allemagne a prétendu, en quelque sorte, marcher sur les plates-bandes des Anglais en constituant une flotte qui, à son tour, soit quasiment égale, en tout cas sinon égale, du moins capable de rivaliser avec la flotte britannique, et du coup de mettre à mal cet empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, que, d'une manière ou d'une autre, les Anglais se sont empressés, les services de Sa Gracieuse Majesté, de précipiter ce conflit dont ni Guillaume II, ni son cousin le tsar ne voulaient. Et puis, si l'on remonte encore plus en amont, je m'efforcerai de le faire dans un ouvrage à paraître, sur 1789, on peut trouver des analogies tout à fait frappantes entre les dernières années de la monarchie française, en tout cas sous Louis XVI, et ce que nous vivons aujourd'hui. Là aussi, on voit des analogies extrêmement frappantes avec une crise agricole majeure, des effets de déstabilisation étrangers tout à fait palpables, comme aujourd'hui on les perçoit avec l'irruption de puissances comme le Qatar, les États-Unis ou l'Arabie Saoudite, en France même je parle, et puis bien évidemment une perte de foi des élites elles-mêmes dans ce qui fait la substance même de la monarchie. De même qu'aujourd'hui, on peut dire que le principe républicain a été littéralement vendu par la plupart des élites qui aujourd'hui se réclament de la République. Donc là aussi, nous avons un dévoiement général qui se traduit par le « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Bref, nous pourrions remonter à Venise, il y a aux fameuses défaites contre l'Empire ottoman, nous pourrions remonter à l'Empire romain. Les analogies sont très nombreuses pour qui veut bien se donner la peine de creuser un peu le champ historique et d'analyser de quelle manière tous ces grands empires, tous ces grands systèmes institutionnels se sont effondrés à un moment ou à un autre, d'abord et avant tout parce que derrière ces crises économiques, financières, monétaires se trouvait une crise intellectuelle et morale. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce 4e livre que j'ai intitulé fort modestement « De la France », qui précisément, en réponse à cet odieux débat sur l'identité nationale au cours duquel on a entendu les pires abominations et sans doute quelques-unes des pires insultes faites à la mémoire française, eh bien, il m'a semblé nécessaire de prolonger ce faux semblant, cette escroquerie qu'a été ce débat prétendu sur l'identité nationale par une réflexion, elle, véritable, sérieuse, authentique, sincère, sur ce qui, en son tréfonds, fait l'histoire de France et le génie français. Je pense aussi que c'est une manière toujours utile et intelligente que d'aborder les problèmes, bien évidemment que de ne pas en cacher la noirceur, de ne pas éluder les responsabilités non seulement collectives, mais aussi individuelles de ceux qui, une fois aux responsabilités, ont directement engagé la décision et parfois de façon tragique le sort collectif de populations entières,
mais je crois aussi qu'il est de l'ordre de l'objectivité scientifique et de l'honnêteté philosophique que de montrer à chaque fois comment un certain nombre de solutions sont possibles, comment, en se ressourçant à des principes sûrs et fondateurs, et surtout comment, par la valorisation de ceux qui, justement, savent rester fidèles à ces principes, et donc, en quelque sorte, incarner cette légitimité qui s'inscrit dans la tradition, des issues apparaissent possibles. Bien évidemment, c'est là un discours qui s'inscrit totalement à rebours d'un certain nombre d'analyses et de commentaires contemporains, mais je crois pourtant que c'est bien là que se trouve le sel. Je ne m'étendrai pas sur mon parcours politique récent, il a été fort modeste et quelque part fort court, en tout cas la question est de savoir ce qu'est faire de la politique, mais je peux vous dire une chose, en ayant été candidat à l'élection législative, c'est qu'aujourd'hui, la démocratie en tant qu'institution parlementaire est une vaste escroquerie. C'est-à-dire que député, en tant que tel, n'a déjà, même s'il est élu, quasiment aucun pouvoir. Le régime des partis a absolument phagocyté l'ensemble du débat et l'ensemble du jeu possible des acteurs. Vous n'existez pas si vous n'êtes pas dans un parti. J'ai vu au cours de cette campagne de valeureux candidats indépendants s'époumoner pendant des heures à essayer de stimuler l'attention de quelques badauds dans les marchés ou au détour d'une rue. Ils se sont épuisés en pure perte. Les Français ne votent plus que pour des étiquettes. Ils sont emprisonnés, enfermés dans des réflexes pavloviens qui les font alterner à intervalles réguliers du reste, de la droite à la gauche, de la gauche à la droite. Une fois on met un peu de piment, on rajoute un petit peu de sel, un peu de poivre, mais tout cela est parfaitement verrouillé, parfaitement encadré et ne laisse aucune initiative quasiment à l'individu. Deuxième réflexion, évidemment, cette démocratie que l'on nous présente comme panacée, comme avenir même de l'humanité, elle est en réalité une plutocratie. Vous ne pouvez absolument pas faire de la politique si vous n'avez pas d'argent. La démocratie, ça coûte cher, ça coûte même de plus en plus cher. Je vous passe les détails sur le système, je ne parle même plus démocratique, alors là on est carrément post-démocratique, ou tout ce que vous voudrez, oligarchique, qui se prévaut aujourd'hui aux États-Unis, où ce sont directement les plus grandes compagnies, ce qu'on appelle les firmes, des multinationales des différents grands secteurs, pétroliers, pharmaceutiques, financiers, bancaires, de l'armement, qui choisissent les candidats, qui les sélectionnent, qui les briefent, et puis qui les opposent les uns aux autres. Mais là-dedans, évidemment, le citoyen américain n'a aucun choix. Le président des États-Unis d'Amérique aujourd'hui n'est plus qu'un simple VRP d'intérêts financiers, industriels, qui le dépassent totalement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on en change aussi souvent que de chemise, et pour laquelle on les prend de plus en plus cons, sans parler vulgairement. Parce que, bien évidemment, dans cette affaire, les qualités personnelles, et a fortiori le charisme, deviennent très vite un défaut par rapport à la tâche ou la mission qui vous est assignée. Voilà. Et la troisième réflexion que je tire de cette expérience, elle est confondante, parce que elle est particulièrement décevante, mais il faut en prendre acte. Enfin, j'en aurai d'autres que je pourrais vous lire, mais c'est tout de même l'apathie collective du peuple français, en particulier, mais je dirais des peuples européens. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas nous méprendre sur la situation actuelle. J'essaierai de vous le montrer, là, à travers une rétrospective, un regard porté sur l'histoire ancienne. Les peuples européens, en tout cas le peuple français, depuis au moins un siècle, je situerai le tournant autour de 1880, ce qu'on a appelé le coup d'État du 16 mai 1877, se sont vendus à des maîtres qui ne sont pas issus de leur culture, qui ne sont pas issus de leur tradition, qui ne sont pas issus de leur famille de pensée, mais qui sont très heureux de servir. Et finalement, c'est une chose que l'on prend en pleine figure lorsque l'on s'engage dans une campagne électorale. C'est qu'on s'aperçoit que le Français est quelqu'un de très braillard, de très remuant, de très cabotin. Parfois il le dit avec humour, parfois même encore avec une pointe d'intelligence,
Mais il pense que quand il a protesté pendant 10 minutes autour d'un bon petit noir au coin d'un zinc dans un bistrot au fin fond de la campagne, il a révolutionné le monde. Le jour où il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus personne. Et j'en conclus que d'une certaine manière, les Français sont contents de leur sort. Je pense que cette capacité, en quelque sorte, parfaitement instrumentalisée par les médias, c'est le quatrième aspect sur lequel je pourrais revenir pendant des heures, mais là ce serait une conférence à elle seule, parce que ce que j'ai vu dans cette corrélation absolument obscène et j'allais dire pornographique, quelque part, entre le monde des médias et le monde de la politique, m'a absolument révulsé. Mais cela mériterait une conférence à soi seul. Ce qui est certain, c'est que le média, précisément, sert ici d'exutoire, c'est qu'on organise un débat où chacun peut exprimer son point de vue, dire son mécontentement, son opinion. L'opinion reine de la démocratie. Mais au final, une fois la lumière éteinte, le poste fermé, rien n'a changé. Les mêmes qui ont le pouvoir de décision continuent à mener tranquillement leur programme d'alignement des États et d'écrasement des peuples. Et finalement, les peuples continuent docilement de s'acquitter de leurs impôts, d'aller voter quand on le leur dit, de choisir les candidats qu'on a présélectionnés pour eux, etc., etc. Alors, cette particularité, en tout cas ce constat d'échec du fonctionnement démocratique, peut-être même de ce que l'on pourrait appeler d'imposture démocratique, je pensais qu'il était la conséquence, en quelque sorte, justement, de ce que l'on appelle communément la mondialisation, l'entrée dans l'ère de la technique, pour remonter à Ellul ou à Heidegger, ou l'entrée dans l'ère des masses. Si l'on aborde les choses de façon un peu plus psychologique ou anthropologique, on pourra dire, bon, c'est le grand choc de 1968 qui a tout foutu en l'air et depuis 68, rien ne va plus. À l'évidence, chacun de ces éléments pris à part a servi d'accélérateur, il a permis en quelque sorte de franchir une étape de plus dans la décadence ou dans cette descente aux enfers peut-être à laquelle nous nous préparons. Mais ce qui est surprenant, et lorsque l'on prend le temps de lire un peu attentivement les textes de nos grands anciens, il y a un texte de Ferdinand Brunetière, que je vous recommande également, et qui analyse déjà avec beaucoup de finesse cette crise qui se dessine aux alentours de 1900, qui va aboutir à la grande persécution antichrétienne de 1902-1905, qui culmine donc dans la loi de séparation de l'Église et de l'État. La loi de séparation, je rappelle que tous les personnels politiques aujourd'hui célèbrent, chantent à longueur de journée. C'est sans doute un des épisodes les plus tragiques de notre histoire. Je rappelle qu'on est allé jusqu'à faire des inventaires, fracasser les portes des églises pour compter le nombre de ciboires, le nombre de voler les vases sacrés et savoir exactement comment on pouvait monnayer chacun de ses biens. Je rappelle que Péguy a dit que c'était sans doute la plus grande catastrophe de l'histoire de France depuis la chute de l'Empire romain. Et tout cela aujourd'hui est célébré non seulement par les politiques, mais je vous le rappelle aussi par tous les évêques de France, qui tiennent mordicus à cette loi pour des raisons qui, à mon avis, sont tout sauf avouables, mais qui, en tout cas, ça, au moins, on ne peut pas leur en faire le reproche, sont aux antipodes des positions qu'avaient pris les évêques à l'époque. Donc là aussi, il y a quand même de quoi s'interroger sur les continuités historiques et sur la fidélité des pasteurs au magistère et, j'allais dire, simplement à la continuité dogmatique et pastorale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque l'on se donne la peine de creuser un peu, eh bien, on peut situer un certain nombre de grandes lignes de rupture. Je voudrais, avec vous, en analyser quelques-unes. Alors, pardonnez-moi ce regard un peu rétrospectif, mais il me permettra, je l'espère, de vous faire mieux comprendre quelques-unes des racines de la crise contemporaine, parce que si les noms ont changé, les postures restent les mêmes. Vous connaissez cette phrase de Jean Guilton, les hérésies, c'est comme la pornographie, c'est ennuyeux, c'est toujours les mêmes positions. Voilà. C'est un peu la même chose quand on regarde l'histoire dans la longue durée. On s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes erreurs d'analyse, les mêmes fautes de discernement qui finalement conduisent les peuples à la catastrophe. Et souvent, hélas, ce sont aussi souvent les mêmes qui tirent profit, qui tirent les marrons du feu ou qui savent s'en sortir au bon moment. Alors, je citerai ici quelques passages d'un ouvrage que je juge absolument fondamental. Bon, je pense que
les plus anciens d'entre vous, les plus curieux d'entre vous ont eu le bonheur de l'avoir entre les mains, mais j'ai cité ici l'extraordinaire ouvrage de Georges Bernanos, La grande peur des bien-pensants. Je crois que c'est un ouvrage sur lequel il faut absolument revenir si l'on veut comprendre ce qu'est l'histoire de France. C'est un ouvrage évidemment éminemment incisif. Dans son introduction, Bernanos lui-même écrit « J'ai juré de vous émouvoir, d'amitié ou de colère, qu'importe, je vous donne un livre vivant ». Ça signifie qu'il ne s'agit pas nécessairement d'être absolument d'accord sur tout ce qui sera dit. Vous avez le droit, bien évidemment, de garder votre jugement critique et de considérer que, décidément, sur certains plans, Bernanos exagère. Mais je crois qu'il faut avoir en tête ce paramètre fondamental qui est une des sources, en fait, de notre défaite et peut-être de notre effondrement civilisationnel. C'est un élément de réflexion que Jean-Paul II aussi, Karol Wojtyła, vous l'appellerez comme vous voudrez, a très bien mis en avant dans son ouvrage quasi posthume, son testament spirituel, Mémoire et identité. Il explique que les limites, que l'avancement du mal ne peut s'expliquer d'une certaine manière, à un certain moment, que par la lâcheté des hommes de bien et l'absence de limite qui lui est opposée. C'est-à-dire que ce sont nos renoncements, ce sont nos lâchetés collectives ou individuelles, et surtout notre refus, finalement, de ne pas pactiser avec le mal, qui nous empêchent d'être profondément nous-mêmes et qui permettent au mal, à un moment, de triompher. Alors je sais qu'il y a derrière cette figure à la fois philosophique, politique, mais aussi métaphysique du mal, peut-être une dimension surnaturelle, même certainement, c'est ce que nous livre la tradition. Et je sais que le combat est inégal, que c'est un combat, sans mauvais jeu de mots, de David contre Goliath. Mais incontestablement, une partie de la crise contemporaine est d'abord due à la faillite des élites chrétiennes et de leurs leaders catholiques. Et c'est ce que montre avec énormément de force Bernanos dans cet ouvrage. Je vous en lirai ici quelques passages, d'abord sur la manière dont s'est opéré ce premier grand chambardement qu'a été le coup d'État du 16 mai. Vous avez là une rupture qui a été tout à fait importante et qui, quelque part, je sais que certains d'entre vous ne sont pas éloignés de professer cette conception politique, mais en tout cas, au minimum les aristocrates, et peut-être de façon plus large les royalistes en face d'une responsabilité très lourde. Celle peut-être de n'avoir pas eu le courage d'aller au bout de leurs idées, à cette époque où les choses étaient peut-être encore jouables, autour de 1873-1875. Bernanos commence, évidemment, vous me direz, les aristocrates ont été les premiers trahis, d'abord par la bourgeoisie. Mais, précisément, il y avait là encore quelque chose à faire, et cette bourgeoisie, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, même si elle s'était repue justement, de la mise à mort de l'aristocratie en 1789-93, je rappelle que ces 4 années correspondent à la plus gigantesque entreprise de spoliation collective de l'histoire. 30% du PIB de la France a changé de main. En 4 ans. 30% pardon, du patrimoine, pas du PIB, du patrimoine de la France. Je sais pas si vous voyez ce que ça représente. Évidemment, les mêmes qui s'étaient empressés d'exécuter les nobles, de spolier les abbayes et de racketter le peuple, se sont après fait les champions de l'ordre, de la propriété et de la conservation. Vous comprenez mieux après pourquoi Proudhon dira la propriété c'est le vol. C'est pas du tout parce qu'il est contre la propriété, c'est parce qu'il a analysé la manière dont se sont constitués propriétaires un certain nombre de bourgeois du XIXe siècle, qui s'empresseront évidemment de se racheter une virginité en se faisant anoblir, non plus par l'épée, mais par une sorte de noblesse d'empire. Saint Jean, comme toujours le diable singe Dieu, cette noblesse fondée sur le système des 3 ans. Voilà ce que dit Bernanos dans ce chapitre absolument époustouflant qui s'appelle Le Maréchal Gribouille. Il parle de MacMahon. L'aventure peut paraître d'abord incroyable, d'une classe aussi solidement constituée que la bourgeoisie, si formidablement défendue par le code civil. Son propre ouvrage, renforcé d'ailleurs à son origine par les meilleurs éléments des autres groupes sociaux anéantis ou dispersés, tiers état d'un côté, aristocratie de l'autre, riche de ses précieuses conquêtes,
mais enrichi encore par le travail, l'épargne, les coups de chance heureux des mines, des chemins de fer, PRR, toute l'entreprise de construction qui va être soutenue par la monarchie de Juillet puis par l'Empire. Le développement inouï des affaires, et qui, maîtresse du pouvoir après une guerre désastreuse, celle de 1870, sous le nom de République conservatrice, perd tout en quelques années, devient ce ramas de bonnes gens, cette armée de parapluies qu'un général éreinté promène aujourd'hui de paroisse en paroisse, sous les yeux de curés émus mais goguenards. Sans doute une telle faillite a bien des causes, mais son caractère humiliant, grotesque, dénonce infailliblement parmi celles-ci quelques profondes défaillances morales. Vous voyez toujours cette conjonction-là. Faillite économique est toujours, d'une manière ou d'une autre, la conséquence directe d'une faillite morale antérieure. Une classe, comme un homme, peut être victime de ses fautes, mais elle n'est réellement déshonorée que par son cœur. C'est du Bernanos tout craché. L'analyse se poursuit, et je crois qu'elle mérite vraiment d'être citée, par une mise en avant précisément de ce qui va devenir le piège de la République, de ce qui va devenir le piège même du jeu politique. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, et nous vivons encore là-dessus, on enferme le débat politique dans un système droite-gauche. Grosso modo, la gauche, c'est le progrès, alors, successivement économique, social, maintenant sociétal, toutes les pires insanités qui peuvent apparaître comme une innovation, une fois baptisées du nom de progrès, sont appelées nécessairement à passer à la postérité de l'histoire. Donc on vous vendra le mariage homosexuel, comme demain on vous vendra la généralisation de la zoophilie, et dans quelques années, pourquoi pas la possibilité d'aller violer tous les enfants nouveau-nés. Du moment que c'est baptisé du nom de progrès, il faut que ça rentre dans la postérité de l'histoire. Mais en face de cela, que mettons en avant? On met une droite conservatrice. Et alors là, effectivement, on se dit, on a le choix, c'est le frein et l'accélérateur. Il faut avancer, donc de temps en temps, il faut accélérer un peu, on va aller à gauche, puis de temps en temps, il faut quand même pas aller trop vite, on va freiner un peu, on va aller à droite. Mais en fait, cette conservation, elle est la conservation, et en fait, la manière d'entériner les révolutions à la fois sociales, sociétales et culturelles qui ont été votées par ceux-là même qui se disent opposés à la droite. C'est ça l'escroquerie de la conservation. Qui dit conservateur, dit Bernanos, dit surtout conservateur de soi-même. Lorsqu'on pense à l'immense travail fourni par exemple de Louis XI à Louis XIV, on doit convenir que l'ancien régime, traditionnel en son principe, était sans doute réellement le moins conservateur de tous. Écoutez le paradoxe, l'ancien régime était le moins conservateur de tous. Même à la veille d'événements irréparables, la politique de Louis XVI avec Necker ou Turgot ne fut pas répressive, mais au contraire imprudemment réformatrice. Comme si une dernière fois, face à un péril inconnu, notre vieille monarchie à l'agonie essayait de se jeter en avant. En plus, on retrouve le côté bravade, le côté panache de celui qui se dit « la partie est perdue, mais je ne désespère pas ». Notre vieille monarchie à l'agonie essayait de se jeter en avant. Il fallait vraiment la sottise compliquée de certains hommes de droite pour inventer l'épithète saugrenue qui devait leur faire un ennemi de chaque Français mécontent. Évidemment, dès que vous êtes mécontent, vous n'êtes plus pour la conservation. Et quel Français n'est mécontent, c'est-à-dire ne rêve de détruire ou de réformer quelque chose? D'ailleurs, dit-il à propos de la situation en 1875, le pays ne se fit pas illusion. Déjà trop ignorant de sa propre histoire, vous voyez que le matraquage intellectuel est ancien, ce n'est pas une nouvelle affaire, il eût sans doute accueilli la restauration du comte de Chandor avec plus de curiosité que de sympathie. Mais à la seule vue du duc Albert de Breuil, il comprit d'instinct que c'était là justement cette espèce d'homme qu'aucun régime n'avait jamais pu utiliser ni réduire. Un grand seigneur, libéral et bigot. Ce fils d'un ministre de Louis-Philippe, petit-fils de Madame de Staël, a fait des siens, c'est-à-dire de lui-même, une peinture innocente, mais qui est aussi un document de premier ordre, pourvu qu'on n'en veuille retenir que l'impayable ton. Les de Breuil étaient plus remarquables par les grandes qualités d'esprit et du cœur que par la souplesse et la grâce. C'est Breuil qui parle. Plus vertueux que sympathique, plus convaincu que persuasif, plus austère qu'aimable, plus imposant qu'attrayant, plus respectable qu'agréable. Ainsi comblé à sa naissance par toutes les faits de l'impopularité, le chef du parti de l'ordre moral se mit à sa tâche avec la grimace d'un homme sûr de perdre. Vous voyez les racines d'un certain nombre d'échecs que nous allons vivre par la suite. Évidemment, la gauche n'aura cessé de jouer sur du velours, sur ce terrain, en disant « mais tout homme qui est contre nos réformes de plus en plus folles, de plus en plus destructrices, c'est un partisan de l'ordre moral. » Or, l'ordre moral, vous savez ce que c'est. C'est le grand aristocrate hautain et pédant qui méprise le peuple ou les subalternes, donc c'est tout ce que vous avez envie de vomir. À partir du moment où, comme on dit, vous disiez Dutour, la droite a de tels chefs, on se demande s'il n'est pas encore préférable d'avoir la gauche. Oui.
Et c'est ça le piège démocratique. Et il fonctionne dès 1875. Alors il se prolonge de façon tout à fait étonnante dans ces propos que rapporte Bernanos à propos de son maître à penser, auquel il rend hommage dans l'ouvrage, Drummond. Drummond écrit « Que mon expérience serve à d'autres. Ne croyez jamais aux conservateurs, il n'y a rien à faire avec eux. J'étais l'homme le plus réformateur, le plus avancé, le plus épris de justice sociale qu'il y eut en France. Cette erreur m'a fait passer pour un rétrograde, elle m'a enlevé toute action sur la masse. La masse, en effet, dit Drummond, plus sûrement guidée par son instinct que nous ne le sommes par nos connaissances, a horreur du parti conservateur. Elle s'éloigne de lui comme les chevaux d'un endroit où il y a un mort. » Écoutez la force de l'image. Pourquoi ? C'est que ces intrigants ne croient pas à ce qu'ils défendent. Ils n'ont pas le verbe parce qu'ils n'ont pas la pensée. Il ne faut pas leur demander cette inspection des choses face à face et cœur à cœur, qui seule est la caractéristique de toute bonne pensée en tout temps. Ils vivent, comme dit Carlyle, dans les hypothèses insincères, les plausibilités, les oui-dire. Ils estiment que la religion, par exemple, vaut mieux que l'irréligion, mais leur âme n'est pas pleine de l'idée de Dieu. Le fameux scepticisme voltairien qui sera partagé par quasiment toute la grande bourgeoisie française du XIXe siècle. Car le grand homme n'est pas un homme comblé de dons extraordinaires. Ça, c'est une analyse extrêmement fine que Péguy va retrouver. Le grand homme n'est pas un homme comblé de dons extraordinaires, c'est un homme ordinaire, mais qui veut résolument accomplir tout ce que Dieu attend de lui. C'est ça le destin de Jeanne d'Arc. C'est pas une combattante surhumaine qui a des biscottos 3 fois plus gros que la hire, tous les hommes qui l'épaulent. C'est pas même une jeune femme de la plus haute lignée qui va pouvoir dicter des ordres à tous les princes de sang. Non, c'est simplement quelqu'un qui entend des voix et qui les écoute. Elle les écoute et elle obéit à ces voix. C'est ça qui fait le génie de Jeanne d'Arc. Le grand homme sait qu'il y a une volonté divine, une idée de Dieu sur le monde, c'est toujours Drummond qui parle, une idée de Dieu sur le monde, et il s'efforce simplement, ingénument, de correspondre à cette idée. L'être qui a cette conception est fort. Tous les macos, Macot était chef du parti conservateur à l'époque, tous les macos de la chambre ont beau le happer dans les couloirs et lui dire « Prenez bien garde » et patati et patata, il passe en répondant civilement « Bonjour Macot, faites votre petite cuisine à votre aise », on dirait Copé aujourd'hui ou qui vous voudrez, moi, je vais remplir ma mission. Vous voyez toute la différence qu'il y a entre le conservateur et l'homme de Dieu. Alors hélas, 3 fois hélas, un certain nombre d'hommes passeront à côté de cette distinction et se feront, au nom même de la religion et du parti de l'ordre, les complices, en fait, de ce renoncement de la France à elle-même qui, de fil en aiguille, va mettre le pays aux mains de certains de ses pires ennemis. Je vous lis encore ce passage. Sans doute qu'il paraîtrait moins cruel de fermer ici les yeux, de laisser en paix les pauvres morts à présent délivrés de leurs péchés. Seulement c'est nous qui portons désormais le poids de leurs péchés. Ça aussi, cette idée extraordinairement forte que les parents ont mangé du raisin et les enfants ont eu les dents agacées. Non pas l'idée d'une responsabilité collective, comme celle dont on veut aujourd'hui nous écraser, en nous rendant responsables des crimes ou des erreurs, ou parfois, au contraire, des bonnes actions qu'ont fait nos ancêtres. Mais simplement, l'inverse, le fait que ces erreurs ou ces fautes ont des conséquences sur nous-mêmes et sur nos enfants, et qu'à force de les nier ou de ne pas vouloir les regarder en face, eh bien, on finit par développer des pathologies individuelles et collectives qui peuvent être mortelles. Seulement c'est nous qui portons désormais le poids de leurs péchés, nous-mêmes hélas. À quoi bon dès lors cacher aux jeunes Français le secret de nos misères ? Une littérature aussi impudente que niaise continue d'entretenir parmi les élèves de nos écoles libres, il écrit à l'époque, en 1925, donc à l'époque où l'école libre est censée être le pendant d'une école publique qui elle-même, on le sait, écrase le peuple de sa propagande républicaine. Eh bien, il n'en va pas, en quelque sorte, croire que l'école libre dans cette affaire serait une panacée ou une sorte d'isolat, d'île qui permettrait d'échapper à ce matraquage collectif est là aussi une erreur majeure et une imposture.
Une littérature aussi impudente que niaise continue d'entretenir parmi les élèves de nos écoles libres l'illusion sacrilège d'une France, d'un peuple français donnant régulièrement au cours d'un demi-siècle la préférence au pire et repoussant avec une haine incompréhensible d'honnêtes gens qui sont, par définition, le modèle de toutes les vertus. Heureusement, la vérité est plus simple, et nous la verrons surgir peu à peu du simple exposé des faits. La réalité, c'est que ces honnêtes gens étaient des pleutres. Voilà une phrase terriblement dure, mais qui sans doute explique, aujourd'hui encore, pourquoi nous en sommes là et pourquoi la situation est si difficile. Alors, il analyse de cette manière extrêmement fine les conséquences de cette perte du pouvoir que va représenter le coup d'État du 16 mai et sur un ton particulièrement sarcastique et gouailleur, l'accaparement de tous les postes, déjà, ce que l'on appellera rétrospectivement la curée, par Gambetta et ses hommes. Gambetta, Drummond disait qu'il n'est de nulle part, parce que être italien, c'est déjà avoir une patrie, donc c'est se définir comme quelque chose. Alors que Gambetta, l'internationaliste, c'est celui qui précisément ne peut même pas, en quelque sorte, haïr pleinement ou aimer pleinement une patrie, parce qu'il ne s'en reconnaît d'aucune. Et on voit bien là combien, pourtant, cet homme aujourd'hui célébré, chanté dans toutes les rues de France, l'homme avec son luthière qui a le plus de noms dans les rues de France, a d'abord été un ennemi du peuple français. Je rappelle tout de même que Gambetta est un de ceux qui, en 1868 ou 69, a œuvré de toutes ses forces pour que la Prusse entre en guerre contre la France. Parce qu'il savait que le jour où l'Empire se retrouvait pris dans cette nasse et dans ce piège de l'affrontement face à la Prusse, la République avait toutes les chances d'être prononcée et du coup lui-même de se retrouver au pouvoir. Vous voyez comment ces gens ont pensé de long terme, en quelque sorte, leur prise de pouvoir. Alors, un petit mot tout de même sur quelques personnages aussi dont on nous rebat à longueur de temps les oreilles et qu'on nous présente comme de nouveaux saints laïcs. Écoutez un peu ce que dit par exemple de Jules Ferry et Paul Bert, notre ami Bernanos, à propos d'une querelle, elle aussi, éminemment importante, éminemment actuelle, la querelle scolaire. Que les conservateurs aient triomphé au 16 mai, donc 16 mai 1877. C'est un cas d'école, c'est une hypothèse d'école, plutôt que mettre ici en avant Georges Bernanos. Imaginons donc que les conservateurs aient triomphé au 16 mai. On les aurait vus aussitôt mal à l'aise dans leur victoire. Les malheureux, tant que l'événement les presse d'agir, montrent l'espèce d'angoisse d'un acteur qui vient de faire craquer ses bretelles, qui n'ose plus se présenter que de biais, les bras collés au corps, et mange la moitié de ses répliques dans sa hâte à sortir de scène pour aller rajuster son pantalon. Mais quelle délivrance d'être vaincu! Quel soulagement! Cette fois, ils n'eurent pas le temps de respirer, car la gauche victorieuse, rassemblant ses meilleurs chefs et sa troupe la plus solide, se jeta sur la dernière position de l'adversaire et l'emporta du premier coup. Voilà ce qu'a constitué en quelque sorte le grand basculement de 1880. Je vous rappelle que la première décision de Gambetta au pouvoir, c'est l'expulsion des congrégations, notamment les congrégations jésuites. Donc avant même la guerre scolaire, je pourrais vous faire un topo 3 heures sur toute l'histoire de la guerre scolaire, il y a évidemment une attaque en règle contre ceux qui sont les détenteurs du savoir et des principes de la transmission, que la République s'acharnera évidemment à singer, à copier, ou parfois à récupérer, même parfois pour le meilleur, mais qu'en tout cas, elle n'hésitera pas, pardonnez-moi du mot, à flinguer littéralement, en décapitant littéralement, tous ceux qui avaient pendant des décennies, au prix de sacrifices personnels et humains, assumé cette tâche éminemment sacrale qu'est la tâche de la transmission. On retrouve aujourd'hui, dit Bernanos, mélancoliquement, dans de vieux livres, les visages anéantis de ces politiciens dont le nom même est usé. Il est particulièrement méchant. Mon Dieu, ni MacMahon ni Fourtou ne furent des anges. Mais ces Jules Ferry, ces Paul Bert, sont d'une vulgarité si grasse. Le premier avec sa peau mate et grenue, son nez sans cartilage, sa bouche effondrée entre deux énormes touffes de poils. L'autre avec l'obscène pli de ses petits yeux porcins, son regard luisant, sa moustache rare, son cou pris dans un faux col de cuistre. Furent-ils nos maîtres ou d'inavouables courtiers? Impossible d'imaginer le second ailleurs qu'un jour de foire, dans l'arrière-salle de l'auberge, quand, le café bu, les soucoupes débordent d'un jus noir où macèrent les culots de pipe, et que les murs tremblent du rire énorme d'un gaillard plein jusqu'aux ouïes, sa sacoche sur le ventre, tout fumant de rigolade et de gros vin. Ferry, l'homme auquel François Hollande a rendu hommage, et sous
la tutelle duquel il a placé l'ensemble de son mandat, je le rappelle. Peut-on les haïr? Parlant du vieux Gréard encore vivant, brodé, palmé, cravaté de rouge, habillé de vert, un pied dans les loges, l'autre dans les salons bien pensants, directeur de l'enseignement primaire, anticlérical douceâtre, reçu néanmoins à l'académie par un duc de Broglie, et il a déjà ses complicités, comme on dit, cul et chemise, et qui aura sans doute à son enterrement la députation maçonnique et les pompes de l'église. On n'est jamais mieux servi quand on cumule, vous savez, c'est comme en Afrique, on va citer Omar Bongo, mais enfin, il était à la fois bien vu des autorités catholiques du pays, et converti à l'islam, son nom d'Omar, comme on est jamais mieux servi que par soi-même, il avait créé sa propre loge du rite équatorial français. Bref, il avait à peu près toutes les casquettes, parce que comme ça, on est sûr d'être couvert en cas de pépin. Donc Drummond conclut avec cette espèce de bonhomie atroce dont il a le secret. Sans doute, il reste l'au-delà, et ce doit être tout de même un vilain moment que celui où l'homme ballotté par les croque-morts à chapeau ciré se retrouve seul dans le cercueil rempli de la poudre blanche appelé le conservateur et se dit, écoutez cette phrase, « J'ai consacré toute mon intelligence à préparer une loi qui prive les enfants de tout idéal divin et qui est destinée, dans un bref délai, à faire de la France un peuple de désespérés. » Quelle phrase extraordinairement forte. 1880. Vous voyez combien ces hommes avaient eu la lucidité d'appeler les choses par leurs mots, par leur nom, et finalement sans s'imagrer, sans faux semblant, d'appeler un chat et relais un fripon. Alors, à l'évidence, cette querelle scolaire a constitué un moment décisif, parce que, quelque part, les ennemis de la France ont tout de suite compris que pour s'emparer des corps, il fallait d'abord s'emparer des esprits, et pour s'emparer des esprits, il fallait conquérir ceux qui étaient à même de transmettre. Et c'est là tout le sens de cette guerre absolument décisive qui s'est jouée entre 1880 et 1905. Je crois qu'on ne peut rien comprendre à ce qui se passe aujourd'hui en France et à cette nouvelle guerre scolaire qui nous attend, parce que ne vous faites pas d'illusions. Les Péillon, Valls, Moscovici et tant d'autres, pris dans leur incurie, l'incompétence générale et leur incapacité à réformer en profondeur la France et surtout à la sortir de cet effroyable bourbier économique, vont relancer tous azimuts les guerres idéologiques. Et la guerre scolaire sera évidemment l'un des instruments privilégiés par lesquels on cherchera à opposer les Français les uns aux autres et finalement en rajouter une couche dans l'effort de conditionnement et de matraquage. Mais les choses essentielles se sont jouées là. Et à l'évidence, il y a là, j'en ai parlé, pourtant, ça fait de la peine de citer ce nom, à des gens aussi intelligents que notre ami Medaille Fields, qui se bat avec beaucoup de cœur pour Laurent Lafort, qui se bat avec beaucoup de cœur pour l'école, mais qui, du haut de cette intelligence extrêmement fine, reste prisonnier de ces schémas dans lesquels il considère que il nous suffit de revenir à Jules Ferry ou au programme de 1923 pour sortir, en quelque sorte, de la crise scolaire, de la crise intellectuelle. Erreur coupable, erreur d'ingénu, de béotien en quelque sorte. Parce que bien évidemment, ce qui se joue aujourd'hui n'est pas, même si, à l'évidence, Ferry, sous l'effet de la pression d'un certain nombre de ses collègues, ne pouvait pas mettre en œuvre l'ensemble de son programme d'un seul coup, et même s'il a eu ces phrases admirables, ne touchez jamais à cette chose sacrée qu'est la conscience d'un enfant, même si lorsqu'on le poussait dans ses retranchements, on lui disait, mais vous allez enseigner la morale sans Dieu, mais qu'est-ce que ça va être cette morale? La belle affaire, me disait Pierre Chaunu. Ferry répondait, mais la morale, mais nous allons leur enseigner la morale de nos pères. Sauf que la morale de nos pères, c'était justement celle qui avait été transmise par les chrétiens. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. On voit bien l'impasse intellectuelle dans laquelle étaient déjà ces hommes. Mais la seule chose, c'est qu'ils avaient compris combien, avant même de se nourrir de pain, l'homme se nourrit d'abord d'une nourriture qui vient du ciel. Et combien l'emprise sur les esprits, et donc l'emprise sur le langage, était la condition même de l'emprise sur les corps. Et c'est là qu'il y a eu une faillite terrible dans la capacité de réaction, la capacité de résistance des chrétiens, qui, Bernanos le montre avec énormément de force, se sont fait de renoncement en renoncement les complices, en quelque sorte, de cette logique de la négociation. Alors je voudrais vous en lire quelques pages parce que là aussi, c'est tout de même extrêmement
extrêmement frappant, et je crois qu'il y a là aussi des choses à méditer pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Et peut-être, hélas, ce qui va se jouer dans cette thématique aussi importante, qui constitue tout de même, appelons les choses par leur nom, une guerre frontale à la civilisation, qu'est le mariage homosexuel, dit mariage pour tous, avec droit à l'adoption. La manière dont les évêques vont essayer d'engager ce combat me semble absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans une logique du dialogue, nous n'avons pas été consultés, nous aurions aimé au moins pouvoir apporter des propositions. Vous savez, à une certaine époque, on m'avait signalé cette grande audace qu'avait été, dans la période de grande crise religieuse, le fait que Jean d'Agens en vienne à simplement produire un livre qui s'appelait « Proposer la foi ». Ça, c'était déjà un acte révolutionnaire. On n'était même plus simplement discuter de la foi, mais déjà proposer la foi. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean, c'est pas nous. Pardon. Claude d'Agens, pardon, l'évêque. Oui, vous avez raison. Absolument. Et effectivement, simplement qu'un évêque s'avisa de proposer la foi, alors qu'évidemment, on pense bien qu'un certain nombre de martyrs des premiers siècles se sont pas contentés de proposer la foi. Ils l'ont simplement vécu intégralement, et c'est ce qui a changé la face du monde. Bon. Mais là, ça apparaissait comme un geste d'un courage inouï. Vous voyez un peu ce faux courage, à quoi il risque de nous conduire. C'est-à-dire de défaite en défaite, à une catastrophe généralisée. On ne le redira jamais assez, dit Bernanos. Le clergé a été le véritable bénéficiaire du mouvement de réaction qui a suivi la chute de l'Empire, en 1870, et la défaite. Grâce à lui, la réaction nationale a pris, dès 1873, le caractère d'une restauration religieuse, et les extravagances de paroles de plume, l'ostentation des cérémonies expiatoires, l'exploitation sans vergogne du souvenir de la commune auprès d'un public craintif, dialectique de la peur, alors ça existe très très bien aujourd'hui, je peux vous en parler pendant des heures dans les partis politiques, a vite donné à cette réaction même l'apparence d'une sorte de revanche temporelle. Les comités religieux partout, fondés, noyaient dans leur masse les organisations politiques, vidaient leurs caisses de propagande, atteignaient en quelques mois, aux dépens de tous les partis, un développement prodigieux. Pour comprendre cette ivresse belliqueuse du clergé, ses imprudences, sa totale incompréhension des sentiments profonds du pays, il suffit d'imaginer, en dépit des assurances d'apaisement prodiguées de nos jours aux politiciens de gauche, quelle serait l'agitation des presbytères si un nouveau MacMahon, sous les traits du général de Castelnau, en 1930, remplaçant Doumergue à l'Élysée, appelait au pouvoir l'état-major de la Fédération nationale catholique. En liant étroitement cette cause à la sienne, le légitimisme décidait lui-même de son destin. Après l'avoir étouffé sous les caresses, l'opportunisme sacré des gens d'église n'attendait plus que l'occasion de s'en nourrir, selon les règles d'une politique qui paraît tirer son principe de la phrase fameuse attribuée au seigneur Hugolin. Sitôt menacé, l'épiscopat ne songea plus qu'à faire oublier les anciens défis, donner des gages, et n'ayant apporté que les alliés d'hier, désormais trop compromis pour servir, les plus habiles se virent dans la cruelle nécessité de les échanger contre une promesse de pardon. Tandis qu'un nouveau nom s'efforçait de débaucher les chefs royalistes, la maîtresse de Gambetta, Léonie Léon, écoutez quand même cette attaque particulièrement dure, allait discuter avec le pape Léon XIII de la suppression du budget des cultes. Si impavides que fussent les négociateurs, les intermédiaires, les entremetteurs de ce marché, ils sentirent sans l'expliquer l'espèce de honte que causait à leurs adversaires une réussite aussi parfaite. Affamés de sympathie, profondément mortifiés par l'attitude incompréhensible de gens qui les accueillaient avec embarras, le regard baissé, les deux mains derrière le dos, ils se retournèrent par un mouvement bien naturel contre leurs amis, dans l'intention de leur faire payer cher une déception si cuisante. Peu de temps après la promulgation des fameux décrets, des décrets d'expulsion, vers la fin de l'année 1879, c'est en ces termes qu'un des principaux courtiers de l'entreprise, là, je pense que Bernanos règle vraiment quelques comptes personnels, et il cite Monseigneur Lavigerie, parlera de l'innocente armée des bien-pensants que les jésuites avaient enflammée quelques mois auparavant par des proclamations incendiaires. C'est intéressant. Comme politique de l'excuse, on a parfois fait pire, mais on a difficilement fait pire. C'est-à-dire justifier la bien-pensance en expliquant que c'est de la faute des jésuites si on a un triomphe à l'époque de la franc-maçonnerie. Et qu'il devait livrer en hâte aux entrepreneurs du nouveau concordat avant d'avoir eu seulement le temps de les refroidir. Les laïcs, disait l'évêque d'Alger, ont pris en main l'affaire des congrégations et ils l'exploitent bruyamment contre le gouvernement. Donc c'est de la faute des laïcs si y a des gens qui protestent contre l'expulsion des clercs. Pour cette raison, ils tiennent celles-ci sous le joug et ils les poussent à leur perte. Alors là, évidemment, on est dans une logique qui, à bien des égards, scellera la mort de la résistance française, quand ceux-mêmes qui sont en charge des âmes se font, en quelque sorte,
les chantres de la négociation à tout prix, du renoncement et surtout du pas de vague. Que n'es-tu ni bouillant ni glacé, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, dit notre Seigneur dans l'Apocalypse. À l'évidence, un certain nombre, et pourtant Dieu sait s'ils avaient une haute stature intellectuelle et morale, un certain nombre de clercs de l'époque, et peut-être même d'évêques, ont été des tièdes. Ceci explique effectivement en quelque sorte l'impasse dans laquelle se retrouva une partie de l'intelligentsia catholique en France. Bernanos écrit à ce propos: « Il ne semble pas que la leçon fût comprise. Ces évêques, ces prêtres, ces moines, arrachés du train-train de la vie religieuse, jetés brusquement dans la bagarre, se passionnaient pour un nouveau jeu et, faisant infiniment plus de bruit que leurs adversaires, se croyaient maîtres de la partie. » Déjà, cette illusion démocratique selon laquelle si vous criez plus fort que l'autre, c'est nécessairement que vous êtes en train de l'emporter et que vous finissez par avoir le pouvoir en main. Pendant que les représentants, en quelque sorte, des différentes familles catholiques s'époumonaient dans les journaux, et encore y avait-il à l'époque des journaux catholiques, eh bien, en face, les différents grands ennemis de l'Église, je ne les citerai pas, mais vous les connaissez tous, Maurras en a dressé la liste, s'activaient méthodiquement, minutieusement, à constituer un pouvoir de la banque, un pouvoir industriel, qui, lui, allait en quelque sorte spolier ces derniers aristocrates, ces derniers clercs, de leurs biens. Il ne semble pas que cette leçon fût comprise. Donc, ces prêtres, ces évêques, ces moines arrachés du train-train de la vie religieuse, jetés brusquement dans la bagarre, se passionnaient pour un nouveau jeu et faisaient infiniment plus de bruit que leurs adversaires. Ça, c'est aussi une des grandes tentations de la démocratie chrétienne, l'action sociale. Il faut s'investir. Plus vous serez en phase avec les mouvements sociaux à l'intérieur, plus nécessairement c'est la preuve que vous aurez une influence sur eux. Et ça finit dans les assises sociales du catholicisme dirigées par Jacques Delors et Martine Aubry. Voilà où conduit ce courant, évidemment avec beaucoup de choses louables, je ne renie pas ce qui a été fait au nom du Secours catholique, au nom d'un certain nombre d'institutions caritatives. Mais je dis qu'à contraindre les prêtres à n'être en quelque sorte que des animateurs sociaux, on leur fait perdre en fait ce qui fait la substance même de leur mission et de leur vocation, et qu'en un sens, on les conduit au précipice parce que bien souvent, ils n'ont pas la formation politique qui leur permet d'avoir le discernement. C'est l'époque des manifestations faites dans l'ordre et la dignité, absolument inoffensives, comme celle qui marqua l'expulsion des jésuites de la rue de Sèvres et dont l'illustration nous a conservé le souvenir dans un croquis d'une gravité puérile et charmante. Entre deux haies de policiers sans doute émus jusqu'aux larmes, devant le préfet de police Andrieux, tête basse, les bons pères défilant au bras d'anciens élèves, messieurs à par-dessus courts dits tape-cul, chapeaux haute forme, monocles et favoris frissottés au petit fer. En quoi la démarche si naturelle, si légitime, d'hommes bien élevés venant faire, par un bel après-midi d'été, avant l'heure de la partie au cercle, évidemment cette collusion entre l'argent et le pouvoir, de ces mêmes qui prêchent la pauvreté et la soumission à l'Église, une suprême politesse à de vieux amis vénérés, ces jésuites qu'on expulse comme des malfrats, a-t-elle pu paraître en son temps grandiose, sinon même héroïque aux lecteurs de l'Univers. L'Univers, c'était le journal de Louis Veuillot et donc de cette partie de la résistance dite catholique. En quoi espérait-on qu'elle frapperait de stupeur ou de contrition les électeurs de M. Paulbert ou même le public indifférent? Bien plutôt, cette énorme disproportion des paroles aux actes devait-elle finir par irriter le pays contre des gens qui, prétendant tous les jours servir une cause à eux 1000 fois plus chère que leur propre vie, n'engageaient pour sa défense que des biens de nul prix, un peu de loisir ou quelque argent. Voilà, je crois, une analyse extrêmement forte, extrêmement dure envers nos propres familles et nos ancêtres, parce que, bien évidemment, je pourrais, à contrario de ce qu'a ici expliqué Bernanos, citer toute une liste de grands noms d'hommes qui, incontestablement, comme Monseigneur Dulst, comme Dupanloup, ont œuvré de toute leur force pour éviter que le pire n'arrive. Mais force est de constater que ces hommes ont en tout cas politiquement perdu la partie, et que de renoncements en renoncements, nous avons sans doute concédé infiniment trop à l'adversaire, et peut-être même jusqu'à notre âme. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour me démentir. Je vous remercie.
Alors, partie de la mondialisation, vous nous avez entraînés dans les débats laïques qui peuvent paraître franco-français, mais qui, je crois, ont actuellement encore un impact mondial. Enfin, la laïcité, c'est un produit made in France qui s'exporte bien et de plus en plus largement, il faut le dire. Et là où si vous me permettez un petit commentaire, enfin, j'ai assisté à la conférence sous le casque là-haut, donc là où je serais un peu plus indulgent que vous envers les catholiques qui se sont effectivement laissés prendre le pouvoir en 1876, je crois. Enfin, la République des Ducs a laissé place à la République des Frères. Ce passage, il me semble que la puissance des frères, c'est l'idéologie. C'est-à-dire une religion qui n'a pas pour but le royaume des cieux, mais qui a pour but une transformation du monde ici-bas. De la même façon que l'islamisme a un pouvoir considérable parce que c'est pas plus une religion que le laïcisme. Et donc face à ce produit qu'on connaissait pas, qu'on n'avait sans doute pas très bien identifié, ce produit hybride entre religion et politique qui est l'idéologie, je dirais, du Grand Orient de France. Bon, il faut appeler les choses par leur nom et peut-être pas mettre non plus toutes les obédiences maçonniques sur le même plan. On peut comprendre, si vous voulez, que ne connaissant pas le terrain, nos ancêtres se soient fait avoir et que, par exemple, Léon XIII ait été un peu léger dans ses encouragements au ralliement à la République, etc. Oui, on connaissait pas, on n'imaginait pas cette puissance quasi religieuse du discours politique qui est encore aujourd'hui le propre de la laïcité, cette idéologie française. Je parle pas de la laïcité en soi, hein. La laïcité en soi, c'est un produit du christianisme. Mais je parle de la laïcité de combat, du laïcisme. Encore, ce qui me frappe, par exemple, le mariage homosexuel, mais ce sont au fond les trois mots, ce chibolette de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui fonctionne à fond. Si l'égalité, c'est quoi? C'est que de la même façon que les femmes peuvent épouser des hommes, de la même façon, égalité, les hommes doivent pouvoir épouser des hommes. À droit égal. Et si l'égalité devient folle, si vous voulez, l'égalité portée à un absolu devient folle. Mais il me semble que ce sont ces idées chrétiennes devenues folles, idéologisées, mais qui gardent une espèce de contenu religieux, terrestre, qui sont extrêmement dangereuses. Voilà ce que m'inspire un petit peu votre en particulier votre lecture de Bernanos, et je suis pas sûr que Bernanos ait été jusque-là et ait compris ça. Voilà. Alors il le dit avec beaucoup de force, évidemment, je ne vous ai lu que quelques passages, je vous invite vraiment à reprendre l'ensemble de ces textes, mais particulièrement ce texte parce qu'il est éminemment riche, il est extraordinairement bien écrit, vous avez vu la qualité de cette langue aussi. Effectivement, vous avez cette grande indulgence, cette grande mansuétude qui par définition est aussi une des caractéristiques du chrétien, du catholique, qui sait pardonner, qui sait aussi remettre en perspective. Je ne suis pas sûr qu'on puisse plaider l'ignorance, parce que précisément, alors pour le coup, je prendrais à rebours la question. À la limite, je comprends très bien Léon XIII et la décision d'engager le ralliement. Je vous expliquerai pourquoi. C'est parce que, alors, 1892, Léon XIII demande à Monseigneur Lavigerie, qui est cité ici et qui effectivement est très vivement critiqué par Bernanos, demande à Monseigneur Lavigerie, qui, rappelons-le, est quand même un des pères blancs missionnaires de l'Afrique. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a eu un rôle considérable dans la christianisation de l'Afrique et qui a, là aussi, ne l'oublions pas, fondé quelques-unes des écoles
des écoles bibliques et de dialogue avec les chrétiens d'Orient, puisque la France, qu'elle soit de l'Empire, de la royauté ou républicaine, gardera, par attribution spéciale du pape, cette vocation, ce magistère de protection des chrétiens d'Orient. Et vous savez très bien d'ailleurs que les pires républicains eux-mêmes se glisseront avec beaucoup de délectation dans ce costume, puisqu'ils diront eux-mêmes que la laïcité n'est pas un article d'exportation. Donc, c'est tout le paradoxe de la Troisième République qui impose sur son sol une guerre terrible aux religieux et particulièrement à ceux qui sont détenteurs du pouvoir intellectuel, moral ou financier, mais qui par ailleurs se font très bien au nom de l'exportation des idées françaises dans c'est l'alliance du missionnaire et du canon, quoi, dans cette politique où on envoie les militaires, qui sont d'ailleurs la plupart royalistes et catholiques, et puis derrière on envoie les missionnaires, et puis on envoie derrière les colons. Bon, la question qui s'agira de se poser quand même, c'est une fois qu'on a fait tout le sale boulot, notamment je pense en Algérie, en assainissant des marais absolument immondes et remplis de maladies, une fois qu'on a défriché les terres hostiles, une fois qu'on a vaincu les peuplades, qui tire profit de toute cette aventure? C'est généralement pas ceux qui ont fertilisé les terres. Ça, c'est toute la question évidemment du pouvoir de la banque. Mais le ralliement justement de 1892, en un sens, il se comprend. Il est l'effet d'un chef spirituel, Léon XIII, qui est en même temps un chef temporel, qui dit mais messieurs les Français, vous n'avez pas su vous décider. Vous êtes restés pendant plus d'une décennie dans une sorte d'entre-deux. Je suis obligé de constater en 1892 que la République est installée, que les Français eux-mêmes aspirent à une forme de paix civile, qu'ils en ont assez de cette instabilité permanente qui va justement leur faire prendre des vessies pour des lanternes et successivement leur faire chercher une sorte de messie ou de sauveur, une fois dans la personne de Napoléon, une fois dans la personne du roi restauré, une fois dans la personne d'Anne Orléans, une autre fois dans la personne de MacMahon, et puis après de républicains. Et il se dit, la vie continue, il faut bien que j'ai un interlocuteur, donc pourquoi ne pas reconnaître cette République qui, à l'évidence, est désormais bien droite dans ses bottes, installée confortablement. Par contre, ce qui ne fonctionne pas dans cette explication par l'ignorance, c'est qu'à l'évidence, Pie IX et tout un ensemble de grands jésuites, de clercs, même d'intellectuels, avaient, dès les années 1860, 70, et a fortiori même Léon XIII, condamné le rôle des sociétés secrètes, avait condamné les principes même du suffrage universel avec les pièges qu'il renfermait, condamné ce pouvoir de la presse qui pouvait essentiellement devenir colporteur de mensonges et de désinformation plutôt qu'un instrument de manifestation de la vérité. Et là, ils avaient touché juste, là, ils avaient compris quel était le danger qui se présentait à eux. La seule chose, et c'est là toute la force de la critique de Bernanos, c'est que, à l'évidence, un certain nombre de clercs, ou j'ai essayé de vous le montrer, peut-être d'évêques, ou plus encore en tout cas d'aristocrates ou de grands bourgeois, ont cru qu'ils pouvaient jouer avec ce système, être plus malin que lui, finalement négocier avec lui, de renoncement en renoncement, s'accommoder d'un capitalisme qui finissait par oublier le pauvre, qui finissait par oublier les principes même du christianisme et qui validait tout ce qui avait fait la négation même de la chrétienté, c'est-à-dire l'usure, c'est-à-dire le mensonge, c'est-à-dire la désinformation à grande échelle, etc., etc. Et c'est cela, je crois, qu'il condamne avec énormément de force en disant, effectivement, c'est un peu ce que dira Nietzsche aussi à la même époque, je croirai au christianisme lorsque les chrétiens auront des mines de ressusciter. Vous avez parlé, je crois, si j'ai bien compris, de l'apathie du peuple et de la démission des élites qui finalement manquaient de consistance et ne croyaient pas en elles-mêmes. Et vous avez dressé une charge extraordinaire, anticléricale, faite par un grand catholique, car Bernanos est tout sauf un non-catholique. Alors, 3 remarques. D'abord, le véritable anticléricalisme ne peut venir que des catholiques, qui connaissent bien la maison, et les autres, c'est en général un peu sommaire. Oui, le véritable anticléricalisme ne peut venir que des catholiques qui connaissent bien la maison, et les autres, c'est un peu sommaire, c'est primaire, dirons-nous. Bon, d'autre part, cette démission des élites, d'autre part, sur la presse,
Déjà, Villiers-Adam, en 1875, montrait que dans la presse, tout était joué d'avance, qu'il ne pouvait pas y avoir de... Et cette démission qu'on observe, finalement, elle fait partie de notre destin humain. Elle a été visible en URSS, elle a été visible un peu partout dans le monde. Cette américanisation est elle-même, que vous dénoncez à juste titre, dans le sens, est elle-même, comment dire, source pour les Américains de problèmes que vous avez évoqués. Donc je pense, si vous voulez, que la résistance chrétienne, le tort, c'est qu'elle ne peut être que spirituelle en ce sens que elle ne peut pas s'orchestrer, elle doit être une remise en cause. Et c'est là le grand malentendu entre le cléricalisme un peu sonore que vous dénoncez et l'échec de cette résistance chrétienne face aux forces de destruction de la transmission, de la langue. Donc je pense que finalement ce problème a toujours existé. Qu'actuellement les échéances soient là, ça nous en sommes bien persuadés. Oui, mais alors précisément là vous soulevez un problème qui est tout à fait pertinent et qui est même crucial. Je crois que là aussi c'est une autre tentation. On ne va pas revenir à des... Je parlais tout à l'heure de l'analogie entre les hérésies et la pornographie, c'est toujours les mêmes positions. Je ne vais pas revenir à des hautes questions dogmatiques, mais la question de l'union des deux substances, de l'unité des deux natures en Christ, elle est absolument fondamentale. Et que les chrétiens sont, au contraire de ce que vous dites, beaucoup trop prisonniers d'un schéma dualiste, platonicien, puis cartésien, qui nous fait dire oui, nous aspirons qu'aux réalités du ciel, nous sommes dans le combat spirituel, mais alors, surtout, nous ne pouvons pas nous préoccuper des questions du temporel, parce que ça, évidemment, c'est sale, c'est laid, et puis c'est perdu d'avance, puisque le monde est au pouvoir du malin. Mais c'est pas du tout d'abord ce que nous enseigne l'Église, on dit résolument le contraire, mais c'est en plus même une erreur anthropologique, parce que comme le dit si magnifiquement Peggy, le spirituel couche dans le lit du temporel. Et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est qu'effectivement nous devons nous battre au temporel avec des âmes qui ne sont pas celles du monde. Mais ce qui ne veut pas dire que nous devons être dans un renoncement qui est justement celui d'une forme d'angélisme, de ceux qui font des concours de vertu, mais qui ne seront jamais suivis d'effets dans les actes. C'est ça en fait que critique. Bernano, c'est une forme de pharisaïsme qui se contente de la parole et qui n'est pas capable de passer dans les actes. Entre l'apparence et les actes, mais enfin on est tous traversés par cette tentation. Bon, on n'est pas obligé d'y succomber. D'autre part, la remise en cause, on n'a pas fait en France après 1870 la remise en cause sur cette guerre absurde. Et les catholiques, là je suis un peu quand même l'analyse de Jean de Vigry, ont quand même tombé dans le piège de l'union sacrée. Enfin, ce que je dis est peut-être un peu fort de tabac, mais je veux dire que finalement, les catholiques ont servi de chair à canon à la plutocratie républicaine. Et je dirais même de manière un peu méchante à ces vieillards qui envoyaient à la mort ces jeunes gens qui les précédaient de beaucoup de choses et qui avaient peut-être plus de bonnes aventures qu'eux. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très très malsain dans cette République qui a gardé jusqu'en 18 les commandes des francs-maçons, n'ont pas peur des mots. Oui, mais c'est la raison. Et qui envoyait à la mort la France. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité. Évidemment, vous avez bien compris que mon discours était tout sauf électoraliste ou politiquement correct. Je n'ai pas hésité à charger le coupable, en quelque sorte. Parce qu'effectivement, ce qui se joue d'ailleurs, c'est quand même la vie de millions de personnes. Et peut-être quelque part, l'âme même du peuple français. Parce qu'effectivement, de façon étrange, quand même, on s'aperçoit que, au nom de ces grands idéaux auxquels on nous demande, on peut considérer que sur certains aspects, on peut communier avec eux, effectivement, liberté, égalité, fraternité. Je rappelle quand même que l'idéal originel, c'est liberté, égalité, fraternité, ou la mort. La perspective est quand même pas spécialement glorieuse, hein. La devise a quand même davantage été conçue en loge que dans les sacristies de Saint-Pierre de Rome. Donc, quoi qu'il en soit, de la validité de cette devise, et effectivement, on sait qu'elle est peut-être au cœur d'une certaine complexité de l'être français, on va le dire comme ça. Ce qui est certain... Elle est de 48, hein, Par rapport à 1789, oui, vous voulez dire, elle n'est pas dans la déclaration de 89. Oui, alors c'est en plus un point à souligner, vous avez tout à fait raison. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, cette prise de pouvoir, et là, on rejoint d'autres écrivains, peut-être encore beaucoup plus incisifs des années 30, elle va effectivement conduire à la boucherie, au massacre collectif d'un certain nombre de Français, et l'affaire des fiches, très paradoxalement, non seulement va permettre d'épurer l'armée, mais très habilement, en fait, d'envoyer sur le front, en priorité, les bons catholiques bretons, qui n'étaient pas du tout concernés géographiquement par ce qui se passait à l'Est,
pendant que d'autres étaient planqués ou dans les hauts états-majors pour faire en sorte que d'autres échappent. Donc vous voyez, là, il y a quand même quelque chose qui s'est joué. Moi qui suis dans une région de l'Est de la Champagne, je peux vous dire, je regarde nos monuments aux morts, je suis effondré par ce que je vois de ce qu'a été cette saignée effrayante, comme vous dites, de jeunes dans la fleur de l'âge, entre 18 et 20 ans. La guerre, vous avez raison, ce sont toujours des vieillards qui envoient à la mort des jeunes, hein, jaloux d'eux peut-être, bien sûr. Valérie disait aussi, la guerre est une aventure dans laquelle on oblige des peuples qui ne se connaissent pas et qui ne se haïssent pas à se battre au profit d'élites qui, elles, se connaissent et qui s'apprécient et se côtoient. Donc c'est quand même une aventure très, très ennuyeuse, hein, si on regarde les choses sous cet angle-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que majoritairement dans cette guerre, ce sont des catholiques qui sont morts, la fine fleur de la jeunesse et de l'intelligence française. Alors quand aujourd'hui on vient me faire comprendre que essentiellement, si j'ai le droit de respirer, de penser, c'est parce que j'ai eu des Africains ou des hauts représentants de la franc-maçonnerie qui se sont battus. Je lui dis, écoutez, moi je suis désolé, mes monuments aux morts, ils témoignent pas de la même chose, pas de la même histoire et pas de la même vérité. Ça, je crois qu'il faut le rappeler quand même, parce que c'est vrai qu'au bout du compte, on l'a payé très cher.